Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment sécuriser facilement un Active Directory cette fois. Donc c'est un complément de ma précédente vidéo où je vous donnais quelques étapes de sécurité sur tous les serveurs. Là, on va rajouter une couche de sécurité supplémentaire sur Active Directory, sur un contrôleur de domaine. Alors, bien évidemment, ce n'est comme pour la précédente vidéo pas les seules solutions de sécurité et points de sécurité à vérifier. Je ferai d'autres vidéos pour aller de plus en plus loin, mais l'idée de nouveau c'est de vous montrer en quelques étapes quelques points de sécurité que vous pouvez facilement mettre en œuvre sur votre contrôleur de domaine, qu'il soit neuf ou en production. Alors, si vous avez un Windows Server récent, comme le mien, moi je suis en 2022, le premier point que je voulais vous montrer, c'est la corbeille Active Directory. Alors, elle n'est pas activée par défaut, cette corbeille Active Directory, mais elle vous permet en cas de suppression accidentelle ou volontaire, mais où vous avez besoin de revenir en arrière d'un objet, de tout simplement revenir en arrière. Alors pour l'activer, cette corbeille, vous allez simplement aller dans Centre d'administration Active Directory, dans les outils d'administration, qui est le nouveau centre d'administration d'AD. Et ici sur votre domaine, vous allez pouvoir faire bouton droit, activer la corbeille. Alors, une fois que c'est fait, c'est bien précisé, ça ne peut pas être désactivé. Donc une fois que la corbeille est en place, vous aurez toujours accès à cette corbeille. Attention, si vous avez plusieurs contrôleurs de domaine, pour que la corbeille soit correctement fonctionnelle, il faut que la réplication ait lieu entre tous les contrôleurs de domaine, il faut que ce paramètre soit pris en compte dans tous vos serveurs. Voilà, donc la corbeille est maintenant activée, et elle va vous permettre de revenir en arrière en cas de suppression par erreur. On va tester tout de suite ensemble. Voilà, après avoir patienté quelques instants, si j'actualise ma console, j'ai maintenant le container deleted object juste ici, répertorier les utilisateurs que j'ai supprimés. Alors j'ai supprimé juste avant un utilisateur, voilà, j'ai Aconta, on peut le retrouver ici. Donc voilà l'intérêt de la corbeille, si besoin on peut restaurer ou restaurer à un autre endroit. Donc voilà, c'est une fonctionnalité de sécurité très pratique, un peu semblable, je dirais, au cliché instantané que je vous ai présenté à la dernière vidéo. L'idée ici, c'est de pouvoir revenir en arrière en cas de mauvaise manip sur un de vos utilisateurs ou carrément sur toute une unité d'organisation. Donc voilà pour ce premier point de paramétrage que je vous conseille de mettre en place. Un des autres paramétrages de sécurité que je voulais vous présenter, c'est la possibilité de désactiver la mise au domaine d'ordinateur par un utilisateur standard qui n'est pas administrateur. Effectivement, sur Active Directory, par défaut, un utilisateur authentifié, donc n'importe qui de votre domaine, a le droit de mettre 10 ordinateurs au domaine. Alors, c'est un problème de sécurité pour plusieurs raisons. Déjà, quelqu'un qui volerait un nom d'utilisateur et un mot de passe peut potentiellement joindre des ordinateurs au domaine pour avoir davantage d'informations ou davantage de droits, en se retrouvant par exemple dans une unité d'organisation qui l'intéresse. Et ça peut être aussi un autre problème beaucoup plus facile en termes d'attaque, mais qui serait tout simplement de prendre un nom d'ordinateur que vous avez déjà dans votre réseau, se mettre au domaine avec ce nom d'ordinateur et du coup casser l'injonction au domaine du vrai ordinateur. Donc usurper l'identité d'un ordinateur et du coup casser sa liaison avec le domaine. Donc évitez cette possibilité-là pour seulement laisser aux administrateurs la possibilité d'ajouter des ordinateurs au domaine. La solution, tout simplement, ça va être de changer un paramètre directement au niveau d'ADSI Edit. Alors, vous allez retrouver cette console dans Outils d'administration, modification ADSI. Attention aux modifications que vous ferez dans cette console dans la mesure où c'est l'ensemble des paramétrages de votre domaine que vous allez retrouver ici. Donc vous avez des paramètres plus ou moins sensibles, voire tous très sensibles. Donc à manier seulement si vous savez ce que vous faites. Si vous n'êtes jamais connecté, vous aurez cette image, vous faites bouton droit connexion, vous gardez les paramètres par défaut qui vous connecteront à votre contrôleur de domaine. Et juste sur votre domaine qui vous intéresse, celui que vous voulez, sur lequel vous voulez empêcher les utilisateurs authentifiés de mettre des ordinateurs au domaine, vous pouvez faire propriété et rechercher ici le paramètre juste ici, MS Domain Service Machine Account Quota, qui par défaut est à 10. Donc vous voyez les 10 machines qui peuvent être mis au domaine par défaut par les utilisateurs, et vous le passez tout simplement à 0. Et vous appliquez. Et à partir de là, seuls les administrateurs pourront mettre des machines au domaine. Si vous avez besoin que certains utilisateurs fassent quand même cette mise au domaine, c'est possible de le faire avec des délégations Active Directory. Ce sera potentiellement l'objet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. Troisième paramètre de sécurité, ici, on a terminé, ça va se trouver dans utilisateur et ordinateur Active Directory. Et on a par défaut, dans le container built-in, un groupe qui s'appelle Accès compatible pré-Windows 2000.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce groupe? C'est un groupe de sécurité qui permet une rétrocompatibilité avec toutes les versions de Windows avant Windows 2000. Et ce groupe, qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout simplement, pour pouvoir donner la fonctionnalité aux ordinateurs d'avant Windows 2000, il donne le droit de lecture à tous les utilisateurs sur tous les objets Active Directory. Ce qui veut dire que n'importe qui s'authentifie dans Active Directory a accès en lecture à tous les objets que vous stockez dans Active Directory. Ce qui n'est pas forcément très sécurisé, puisque ça donne pas mal d'informations à n'importe quel pirate ou même à n'importe quel utilisateur mal intentionné. Ça lui donne des informations sur les noms d'utilisateurs présents dans l'entreprise, des noms d'utilisateurs à usurper. L'idée étant du coup que personne n'a besoin forcément de pouvoir parcourir l'ensemble de votre domaine, de votre annuaire. Alors si vous n'avez plus de matériel pré-Windows 2000, ce que je vous souhaite, vous pouvez tout simplement ouvrir les membres de ce groupe Windows 2000 et supprimer l'utilisateur authentifié de ce groupe et valider. Une fois que c'est fait, vous empêchez du coup l'autorisation en lecture par défaut de tous les objets pour les utilisateurs authentifiés. Si je prends un exemple, si je vais sur G-Informatique, Propriété, et je regarde Sécurité, on voit que l'accès compatible pré-Windows 2000, qu'on vient de modifier, par défaut, il donnait bien le droit en lecture. Donc ça, on l'a absolument partout. Donc vaut mieux que vous n'ayez pas de membres dans cet utilisateur, dans ce groupe-là, dans ce groupe de sécurité. Sauf besoin particulier, bien évidemment. Petit point supplémentaire sur ce groupe, vous pouvez retrouver potentiellement, si vous avez hérité d'un domaine plus ancien que Windows Server 2022 comme moi, vous pouvez aussi retrouver ici des utilisateurs comme System ou Anonymous. Alors bien évidemment, ceux-là, vous les supprimez, parce que ça veut vraiment dire que n'importe qui, alors là, on n'a même pas besoin d'un nom d'utilisateur et un mot de passe du domaine pour pouvoir lire votre domaine. C'est vraiment très dangereux. Toujours dans cette logique de durcissement, on a un conseil au niveau du Microsoft TechNet qui est de ne pas avoir toujours de membres dans le groupe d'administrateurs du schéma. L'administrateur du schéma, c'est lui qui va pouvoir modifier le schéma Active Directory, et le schéma Active Directory, c'est tous les champs que vous pouvez modifier sur chacun de vos objets. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans ADSI Edit. C'est vraiment tous les champs que vous avez sur chacun des objets. La modification du schéma, du coup, c'est très délicat et ça se fait que dans des cas particuliers. Quand vous avez besoin, par exemple, d'installer Microsoft Exchange, qui va avoir besoin d'une mise à jour du schéma ou des outils de ce style-là. Chez Microsoft, on conseille de ne pas laisser toujours de membres dans ce groupe et simplement en mettre quand on a besoin. Donc typiquement, si vous avez besoin d'installer Exchange, vous mettez votre compte administrateur dans le groupe administrateur du schéma le temps de mettre à jour le schéma, et après vous l'enlevez quand vous avez terminé. Alors le groupe administrateur du schéma, il va se trouver dans Users, juste ici, et ici vous avez administrateur du schéma. Et si j'ouvre par défaut en membre, j'ai bien mon utilisateur administrateur par défaut. J'en profite pour faire un petit lien. Là, je suis sur un labo de test et je travaille avec le compte administrateur par défaut. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais je le redis ici. Vous êtes censé utiliser des administrateurs nominatifs, surtout si vous êtes plusieurs. Cet utilisateur administrateur-là sert juste au paramétrage de base. Après, vous ne devez plus vous en servir dans les bonnes pratiques. Donc si je reviens à ma modification du groupe administrateur de schéma, je peux tout simplement supprimer administrateur de ce groupe. Et une fois que j'ai terminé, si un jour j'ai besoin de faire une modification sur le schéma, je rajoute mon administrateur là-dedans. Donc là, il n'y a pas de problème particulier à faire les modifications que je viens de vous dire, à part si vous aviez d'anciennes applications avant Windows 2000, donc du Windows NT ou ce genre de choses, ou si vous avez des utilisateurs qui mettent des machines au domaine régulièrement. Mais jusqu'à là, tout ce que je vous ai montré, ça ne change rien en soi sur des systèmes récents. Si vraiment vous êtes concerné par ces changements-là, je pense que vous le serez. Les modifs que je vais vous donner maintenant, elles sont un peu plus délicates à mettre en place parce qu'elles peuvent impacter la production. Donc je vais vous demander de les faire déjà avec parcimonie, c'est-à-dire de ne pas toutes les faire en même temps parce que si vous avez un souci, vous ne saurez pas quel modif a créé quel souci. Donc je vous conseille plutôt de les faire de manière espacée et chacune de manière bien isolée. Elles peuvent avoir un impact selon vos types de configuration, donc mieux avoir déjà une sauvegarde pour pouvoir revenir en arrière, bien évidemment, et la tester potentiellement, tester les modifications potentiellement à des heures de moindre production, ou en tout cas où vous êtes capable de revenir remettre en arrière si vous avez un souci. Et bien évidemment d'informer vos collègues si vous faites cette modification pour qu'ils puissent revenir eux aussi en arrière s'ils sont embêtés et que vous n'êtes pas disponible pour pouvoir leur expliquer ce que vous avez fait.
Alors la première que je vous propose qui n'impactera que les administrateurs, en tout cas, ou en tout cas que les comptes que vous voulez protéger, je vous invite à ajouter au groupe Protected Users, que vous avez juste ici, donc les utilisateurs protégés, tous les administrateurs. Donc là moi j'ai déjà mon utilisateur administrateur dedans, mais l'idée c'est que tous les administrateurs que vous utilisez, donc vos administrateurs nominatifs, pour chacun de vos collègues, qui ont besoin des droits administrateurs, encore une fois, tout le monde n'en a pas besoin, soit dans les utilisateurs protégés, voire même tous les utilisateurs sensibles, donc qui ont plus de droits que la moyenne. Qu'est-ce que ça implique d'être dans les utilisateurs protégés? Ça implique d'utiliser Kerberos et de ne pas avoir de stockage du mot de passe en cache sur les machines quand vous vous connectez. Alors je m'explique, quand vous connectez sur une machine du domaine, par défaut, le hash de votre mot de passe est stocké en cache sur cette machine pour que vous puissiez vous reconnecter au cas où vous n'auriez plus d'accès au contrôleur de domaine. Quand vous utilisez cette fonctionnalité, du coup, vous n'avez pas cette mise en cache. Une fois que vous avez ajouté l'utilisateur au groupe utilisateur protégé, il faudra juste faire attention si vous connectez en bureau à distance, si vous êtes en Kerberos, vous allez devoir utiliser le nom complet, donc le FQDN. Donc là, dans mon cas, moi, si je veux me connecter à ce serveur-là, par exemple, il faudra bien que j'utilise le nom de serveur, point le nom de domaine. Si vous utilisez une IP, vous n'utiliserez pas Kerberos et donc vous ne pourrez pas vous connecter. Voilà, donc voilà pour l'utilisation du groupe Protected Users. Maintenant, on va passer à l'autre paramètre que je voulais vous présenter, c'est la possibilité de forcer Kerberos et de désactiver donc NTLM version 1 et version 2, donc les anciens protocoles d'authentification. Alors l'idée c'est de se passer de ces anciens protocoles qui sont plus aussi sécurisés que Kerberos en forçant l'usage de Kerberos. Donc ça va se passer dans les stratégies de groupe, donc dans la gestion de stratégie de groupe. Et vous allez pouvoir l'appliquer sur vos différents contrôleurs de domaine, donc directement sur l'OU Domain Controllers. Vous allez pouvoir faire un nouvel objet GPO qui s'appellera désactiver NTLM par exemple. À savoir que vous avez V1 et V2, donc vous pouvez faire une GPO pour désactiver la version 1, une pour désactiver la V2, ou une pour désactiver le tout en sachant que là je pars du principe que vous avez plus aucune application ou plus aucun logiciel qui utilise cette authentification, mais pour pouvoir vérifier avant que vous en avez aucun, vous avez aussi la possibilité de paramétrer un audit des connexions NTLM pour les retrouver dans l'observatoire d'événements. Je vais vous montrer où ça se trouve, ce qui vous évite de désactiver tout de suite. Alors vous allez faire modifier et vous allez aller dans la configuration ordinateur, stratégie, paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie locale, options de sécurité, et là dans la liste, dans la sécurité réseau, vous allez avoir restreindre NTLM juste ici. Et vous pourrez soit auditer, donc là si vous cochez ça, vous aurez dans l'observateur d'événements toutes les authentifications NTLM, ce qui vous permettra de voir si vous en avez quand même. Donc là, je vous propose par exemple de commencer par faire ce paramétrage là et le laisser, tourner pendant 15 jours, 3 semaines ou un mois et voir si vous avez des traces dans l'observateur d'événements. Et une fois que vous êtes sûr que vous n'en avez plus, vous pouvez définir authentification NTLM dans ce domaine et vous allez pouvoir définir le paramètre de stratégie et vous pouvez le mettre tout simplement sur refuser tout. Et là, vous n'aurez plus aucune authentification NTLM possible. Là, on vous prévient que vous aurez potentiellement des problèmes de connexion, d'où l'intérêt de faire l'audit dans un premier temps. Et ensuite, vous laisserez ce paramètre se définir sur vos contrôleurs de domaine via la stratégie de groupe. Si vous souhaitez simplement modifier la version d'NTLM qui sera utilisée, vous pouvez utiliser le paramètre sécurité réseau au niveau d'authentification LAN Manager. Et là, on peut choisir si on veut envoyer uniquement des NTLM V2, uniquement NTLM V1, ce genre de choses. Alors, vu que j'ai fait refuser tout, moi, j'ai plus aucune authentification NTLM, seulement Kerberos qui sera utilisé. Mais si vous voulez utiliser que NTLM V2, vous pouvez le faire en passant par ici. Et enfin, le dernier point que je voulais vous présenter, toujours lié à Kerberos, alors là c'est plutôt pour les systèmes existants qui sont installés depuis un petit moment, ou alors les systèmes pour lesquels vous savez qu'il y a eu une compromission d'un mot de passe, ou une attaque, ou un compte administrateur compromis, c'est-à-dire quelqu'un qui est parti, ou un mot de passe volé. C'est la réinitialisation du mot de passe, Kerberos Ticket. Alors le Kerberos il repose sur la distribution de tickets au sein de votre réseau pour donner des droits d'accès, pour faire simple. Et pour faire ça, en fait, il utilise un utilisateur qui est dans utilisateur par défaut, qui est KRBTGT.
c'est Kerberos Ticket Granting Ticket. Donc voilà, c'est le compte qui permet de distribuer des tickets, des clés, des tickets d'accès. Et pour faire ça, il utilise son mot de passe. En fait, vu que c'est un compte utilisateur, il utilise le mot de passe Kerberos pour le mot de passe du coup de cet utilisateur pour générer ses tickets. Si quelqu'un arrive à vous piquer ce mot de passe là, il pourra se générer autant de tickets qu'il veut et se donner des accès. Donc c'est une attaque qui s'appelle le Golden Ticket, le ticket d'or. Et cette attaque-là, du coup, elle peut être utilisée par quelqu'un qui aurait une copie de ce mot de passe. Il est conseillé, du coup, de changer ce mot de passe régulièrement. Alors, vous allez retrouver plusieurs informations à ce sujet. L'ANSSI en France considère qu'il faut le changer tous les 40 jours, ce qui est quand même assez rapide. Microsoft préconise 180 jours, et aussi dès que vous avez un doute sur la possibilité qu'il ait été compromis, ou un administrateur qui aurait quitté l'entreprise. Donc voilà, à vous de trouver quelque chose qui est adapté à votre besoin et votre capacité d'administration, mais quoi qu'il en soit, il faut le changer de temps en temps. Et vous pouvez voir la dernière fois où il a été généré en faisant bouton droit propriété dessus, et en allant tout simplement dans les détails qu'on va retrouver juste ici, éditeur d'attributs, et un peu plus bas, ici, on va pouvoir retrouver la date de modification du mot de passe. Juste là, donc moi 2 novembre 2022, c'est au moment où j'ai créé ce domaine de test. Il est temps de le changer du coup, puisque je suis à 365 jours presque, donc il est vraiment temps de le changer si je respecte les préconisations, donc on va le faire ensemble. Pour le changer, vous avez un script qui est proposé par un MVP qui s'appelle Jorge de Almeida Pinto, donc qui met à disposition un script sur son GitHub, donc je mettrai un lien dans la description parce que c'est lui qu'il faut remercier pour ce script. C'est un script bien évolué qui permet de faire déjà un essai de réinitialisation du mot de passe et une réinitialisation en soi du mot de passe. Alors, comme pour toutes les modifs, les dernières dont je vous ai parlé, il y a toujours des notions de compatibilité et de risque. Ici, en soi, il ne devrait pas y avoir de gros problèmes si vous faites qu'un changement du mot de passe. Je m'explique, en fait, vous avez cet utilisateur-là, il stocke toujours le nouveau mot de passe et le dernier mot de passe qu'il a eu, justement pour que les tickets qui sont en cours d'usage soient toujours valides. Et pour pouvoir permettre aux serveurs qui n'auraient pas encore répliqué le nouveau mot de passe de fonctionner quand même. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi de changer le mot de passe si l'ancien mot de passe est toujours stocké? C'est pour ça qu'il va falloir faire 2 changements de mot de passe à terme. Alors là, il y a plusieurs manières de faire. L'idée, pour s'assurer d'un bon fonctionnement, c'est de le changer une fois, attendre une petite semaine, vous n'avez pas eu de problème particulier, vous le changez une deuxième fois. Les tickets, normalement, ils sont valables 10 heures, donc dans l'absolu, vous pouvez aussi faire un changement et refaire un changement 10 heures après si vous êtes sûr que vous avez répliqué sur tous vos contrôleurs de domaine. Attention, si vous n'avez pas répliqué sur vos contrôleurs de domaine, vous allez au-devant de problèmes assez importants. Donc sauf si vous avez une compromission avérée, je vous conseille de faire la technique d'une semaine, une semaine, au moins vous êtes sûr sur le temps que prend la réplication, vous n'avez pas de souci particulier, surtout si vous êtes dans une configuration avec beaucoup de contrôleurs de domaine. Alors pour exécuter ce script, dont je vous mettrai le lien en description, je vais ouvrir un invite de commande PowerShell, et je vais aller, donc je l'ai mis sur C, reset Kerberos Tickets, et on va l'exécuter. Alors attention, le script n'étant pas vérifié par défaut, il va falloir l'exécuter en outrepassant la stratégie d'exécution des scripts. Alors je vous déconseille d'activer une stratégie par défaut qui autorise toutes les exécutions de scripts en PowerShell, parce que ça reviendrait à laisser la possibilité d'exécuter n'importe quel script PowerShell sans validation préalable. Si vous voulez le faire que pour un script, vous avez juste à faire PowerShell execution policy. Vous faites bypass dans le cas de notre script et vous mettez le nom du script. Donc là on veut outrepasser. Là vous allez avoir possible un certain nombre d'informations. Moi je vais faire no pour le moment, je vous laisserai les lire à tête reposée. Et là j'utilise la version 3.4 du script, donc du 4 mars 2023, et on voit qu'on a plusieurs modes. Donc on a la possibilité de faire juste un mode informationnel, un mode de simulation ou un mode réel avec un reset réel. Dans l'idéal, dans la production, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord faire de la simulation et après de faire du réel. Vous avez même la possibilité de faire du réel sur un compte test.
si vous voulez tester. Là, moi je suis en labo, je crains pas grand chose, on va tout de suite juste faire ensemble la vraie procédure. Je vais faire le numéro 6 où je reset vraiment le mot de passe en entier. Donc, je sélectionne 6. Par défaut, on va prendre la forêt sur laquelle je suis connecté, parce que j'exécute ça directement depuis mon Active Directory. Si vous en avez plusieurs, vous mettez le nom complet juste ici. Ensuite, pareil, on va utiliser le serveur sur lequel je suis connecté, je fais entrer. On va vérifier que j'ai bien les droits de le faire, donc là je suis connecté avec l'administrateur par défaut. Je rappelle que c'est pas l'idéal, hein. Vous feriez mieux d'avoir un administrateur nominatif. Et enfin, ici on va devoir sélectionner quel compte Kerberos je veux cibler. Sur tous mes comptes Kerberos, j'ai juste à faire le numéro 1. Et enfin, là on me demande une dernière configuration pour être sûr si je veux faire la modification. Donc là je vais taper continue pour faire continuer. Le mot de passe a bien été changé, c'est marqué ici, the new password has been set. Et du coup on voit même que ça a été changé sur la D1 et la D2. Puisque j'ai deux serveurs ici. On a un fichier de log qui permet de faire le récap ici. Et enfin, pour vérifier que le changement a bien été fait, on peut retourner dans l'utilisateur Interactive Directory. Propriété sur l'utilisateur Kerberos. On va dans l'éditeur d'attributs. On va classer par valeur ici. Ça ira un peu plus vite. Et le password l'asset, il est bien le 12 septembre 2023, le jour où je fais la vidéo. Voilà, donc ça c'est à refaire dans une semaine si tout va bien, sauf si vous avez une compromission, vous pouvez soit le faire dans 10 heures, à manier avec précaution quand même, et assurez-vous que le mot de passe a bien été répliqué. Attention, si vous le faites qu'une fois, en soi, vous n'avez pas amélioré la sécurité de votre compte. Donc à bien refaire quand même une seconde fois dans un second temps. Voilà, donc si je récapitule, on a vu ensemble comment utiliser la corbeille Active Directory, désactiver la possibilité de mettre au domaine pour des utilisateurs classiques. On a aussi désactivé l'usage du groupe de compatibilité pré-Windows 2000. On a empêché la modification de schéma par les administrateurs par défaut. On a forcé l'usage de Kerberos et de ses meilleures solutions de chiffrement pour les administrateurs en les ajoutant au groupe Protected Users. On a désactivé d'anciennes possibilités d'authentification NTLM V1 et V2, et enfin on a mis à jour le mot de passe de l'utilisateur Kerberos Ticket Granting Tickets. Donc ce qui nous fait quand même pas mal de modifications. Comme je disais, à pas faire tout en même temps dans la production, hein. Là c'est une vidéo de démonstration. Éventuellement vous pouvez les faire toutes quand vous créez un nouveau domaine et qu'il n'y a encore personne dans le domaine, ça vous pouvez tout de suite le faire. Ça permet de partir sur des bases saines, tout en documentant bien que vous avez fait ces modifications. Comme ça, si vous ajoutez des applications qui ne fonctionnent pas par la suite, vous pourrez peut-être vérifier qu'elles n'utilisent pas des authentifications type NTLM ou la possibilité d'utiliser l'accès compatibilité pré-Windows 2000. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à sécuriser votre serveur Active Directory. Je rappelle encore une dernière fois que toutes ces modifications sont à manier avec précaution sur des systèmes que vous maîtrisez, sur lesquels vous avez une sauvegarde, et en faisant des protocoles de test. Je vous invite à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type-là, de sécurisation de services Windows ou autres. Et je vous dis à bientôt.